Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Warzone, votre podcast spécial baseball universitaire et le tout en français. J'ai envie de dire mais pas que, vu qu'on parle beaucoup de baseball tout au long de l'année. Bien content de vous retrouver alors que là clairement on est sur la meilleure période de l'année, puisque là il y a du baseball en veux-tu en voilà, entre la World Baseball Classic et certaines erreurs, certaines annonces faites bien trop tôt par certains staff, managers ou autres de certaines équipes. Je pense que vous avez compris, je parle bien sûr de Team USA et de ce petit blunder de la part des Rosa. Bon, tout s'est bien terminé pour eux grâce à l'Italie qui n'a fait qu'une bouchée du Mexique. On a donc maintenant les quarts de finale, donc on arrive dans la période encore plus importante et intéressante de cette World Baseball Classic. Au-delà de ça, au niveau du college baseball, très clairement, on a eu le 4e week-end, on a eu beaucoup de choses très intéressantes. Des débuts de conférences qui nous ont montré des tendances de ce début de saison et qui nous les ont confirmées. On a eu aussi quelque chose d'assez exceptionnel, peut-être pas dans le bon sens pour cette conférence, mais la SEC a vu ses têtes d'affiche, notamment LSU, avoir des week-ends très compliqués. On va revenir sur un peu tout ça, bien entendu. Avant de commencer, comme d'habitude, le petit instant promo, vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur vos plateformes d'écoute préférées ainsi que sur YouTube. De même, le Homera, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Voilà, bien motivé, à fond. En plus là, c'est le Spring Training, donc la MLB va reprendre bientôt, la NPB va aussi reprendre bientôt, la KBO va reprendre bientôt, donc on va être saturé de baseball et ce n'est pas pour mon déplaisir, bien au contraire. On va y aller sans plus tarder. Allez, c'est parti. En tout cas, on va pouvoir parler de ce qui s'est passé en college baseball et il s'en est passé des choses. On avait les entrées de calendrier de certaines conférences, notamment la ACC pour certaines équipes, pas toutes les équipes, pareil pour la Big Ten. Et surtout, on a vu des choses qui font le sel un peu du sport universitaire, du sport en général, de ce que l'on aime voir, c'est-à-dire les upsets. Donc si je parle de SEC et juste après je vous parle d'upset, c'est forcément que les deux sont liés, c'est-à-dire que les grosses équipes, les grosses cylindrées de SEC, que l'on a l'habitude de voir très rapidement performer et avoir une quinzaine de victoires en 20 matchs, voire plus, voilà, complètement déroulé, surtout par rapport à la calendrier hors conférence, là on est tombé un peu sur un os avec chaque, pas chaque équipe, attention, mais chacune des équipes que je vais citer juste après, qui ont eu des week-ends très compliqués. Mais je pense que je vais relier un peu ça à ce fameux top 25. Je vous le rappelle, chaque semaine, D1 Baseball nous sort le top 25, on va dire accrédité, un peu officiel, puisque après, je le rappelle à chaque fois, mais il y a des top 25 qui sortent d'à peu près tout le monde. Baseball America, Perfect Game, pas mal de podcasts spécialisés baseball universitaire, Eleven That, je pense que c'est 97, Collège Central et compagnie. Chacun y va de son petit top 25, c'est un peu le jeu, mais celui qui est officiel, celui qui est récupéré ou qui est accepté par la NCAA, c'est celui de D1 Baseball. Et en même temps qu'on va parler de ce top 25, on va pouvoir revenir sur ces fameux upsets. Je pense que ça peut être pas mal pour commencer. Contrairement à d'habitude, ce qui est assez intéressant, c'est que dès le top, dès le deuxième échelon du top 25, on a des choses à dire. Alors numéro 1, UCLA est et reste le numéro 1. Ils ont commencé leur calendrier Big Ten et ils ont décidé d'aller sweeper à Columbus, Ohio State. Voilà, 3-0. Pas de problème particulier, même si les matchs n'ont pas été aussi one-sided, bref, n'ont pas été aussi à sens unique que prévu, entre guillemets. C'est-à-dire que Ohio State, sur certains matchs de la série, ont réussi quand même à rester pas loin de la roue. C'était trop compliqué. UCLA est clairement l'une des meilleures, pour l'instant la meilleure équipe de la nation, donc forcément la meilleure équipe de la Big Ten. Même si, par exemple, un de leurs leaders offensifs a un peu plus de mal, les autres sont là pour compenser. Il y a du lourd à peu près à chaque position. On en a parlé assez lors des précédents podcasts. Mais voilà, quand vous avez un Will Gasparino qui est plus loin dans le line-up et qui peut vous apporter autant de home runs, parce qu'il a déjà 10,
peut-être moins quand même, je sais plus. Il a déjà pas loin de 10 home runs alors que voilà, on a fait quoi, une vingtaine de matchs à peine, ou on entre à peine dans la vingtaine de matchs. Euh, D'ailleurs, ce qui est marrant avec lui, c'est que je pense que j'en avais parlé aussi lors de la preview notamment. C'est quelqu'un qui nous vient de Texas à la base. Et si par exemple, même la semaine dernière, il avait réussi à frapper pour 14 home runs, hein, ce qui n'est pas rien, ce qu'on avait vu, c'était une lente descente aux enfers. C'est-à-dire un très bon début de saison, et ensuite, je vais pas dire le néant, ça serait un peu réducteur, mais voilà, beaucoup plus de mal offensivement. Je pense que ces 14 home runs, non, peut-être pas les 14, mais voilà, une bonne dizaine sur les 14 avaient déjà été frappés par la mi-mars. Et là, justement, on entre dans la mi-mars bientôt, et du coup, on va pouvoir voir est-ce qu'il y a eu une progression, puisque, et voilà pourquoi c'est un peu marrant, c'est-à-dire que c'est un joueur qui fait partie de ces joueurs qui, voilà, ils vont tenter de frapper. Les walks, tout ça, même s'il y a il y a du bien mieux pour l'instant sur le début de saison par rapport aux saisons précédentes, mais tenter de provoquer des buts sur balle et compagnie, c'est pas l'objectif premier. Clairement, même si la balle est hors zone et que je peux tenter de mettre tout mon cœur et la faire passer par-dessus les fences, je vais le faire, c'est un peu la mentalité. Pour l'instant, bien lui en prend puisqu'il est très très haut dans le classement, mais voilà, pour parler un peu de UCLA rapidement, il n'y a pas eu de problème, ils ont un line-up très potent, très puissant, ils ont une rotation intéressante à défaut d'être... elle est élite, mais c'est pas la plus élite des plus élites si vous voulez, si on veut donner, voilà, si on veut être un peu tatillon. Et ils ont un pitching staff au global, notamment au niveau du bullpen, qui est très solide. Donc, pas de souci pour UCLA. Par contre, voilà, on arrive à notre deuxième, LSU. Alors LSU, on voyait dès le début de saison, c'est facile de dire ça maintenant, mais c'est vrai que beaucoup d'experts en ont parlé, c'est-à-dire que ils ont commencé normalement, mais pas sur les chapeaux de roue, et on s'est dit que ça peut être plutôt lié à une sorte de mise en route. Là, cette semaine, ils ont affronté de mémoire Northeastern. Oui, en fait, Northeastern, le lundi, c'était pour finir un peu ce tournoi. Ils les avaient battus lors du tournoi, mais voilà, ils avaient rejoué un match avec Northeastern le lundi. Ils ont perdu 13-10 ce match, sachant que si je me rappelle bien, ils étaient menés à un moment de 6 runs et ils ont réussi à revenir jusqu'à faire trembler Northeastern et qui a failli louper son upset. Mais ils ont quand même réussi à tenir et avoir l'upset avec donc une victoire 13-10 pour Northeastern face à LSU. Mais à ce moment-là, je me rappelle que tous les podcasts se disaient limite, voilà, LSU on a lâché un, c'est pas grand-chose. On le sait, bravo à Northeastern pour avoir tenu. Et ce qui est marrant, c'est que même quand Northeastern a vraiment eu un gap, ils ont failli, pas de choke, mais ils ont failli se faire rattraper quand même dans le clutch. Et puis arrive en fait donc cette midweek face à Louisiana avec une défaite 7-2. C'est un peu ce derby Louisiane qui arrive à chaque fois dans les calendriers de conférence de LSU. Il y a souvent cette date qui est marquée. Et Louisiana qui fait un très bon début de saison au passage. Peut-être le retour pour une de ses places fortes de la Sun Belt qui était un peu plus dans le mal, dans le dur cette dernière saison. Et qui pour l'instant, je pense, est en 11 ou 12-2. Je ne peux pas vous le dire de pure mémoire, mais en tout cas, ils ont fait un très très bon début de saison. Et donc, on se retrouve avec un LSU déjà dès la midweek en 0-2. On s'est dit, bon, ils vont pouvoir se rattraper puisqu'ils accueillent Sacramento State pour une série qui est largement à leur portée. Preuve en est, s'il en faut, le premier match face à Sacramento State, c'est une victoire 15-4. Pas eu de problème. Des petits problèmes de pitching, entre guillemets, compte tenu de ce qu'on attend d'une équipe telle que LSU, mais je veux dire, pas vraiment de gros soucis. On arrive samedi avec l'occasion pour eux de finir la série et puis de jouer tranquillement le match du dimanche. Eh bien, ça ne s'est pas passé comme ils le souhaitaient, bien au contraire, puisqu'au final, ils s'inclinent 5-4. Alors, en soi, c'est marrant, puisque ce match-là, c'est un match qui, 9 fois sur 10, LSU le gagne en fait. Bravo à Sacramento State, tout d'abord, de s'être accroché. Sacramento State, alors j'ai envie de vous donner une info. J'espère que c'est une bonne info, parce que si c'est pas bon, bravo à moi. Mais de mémoire, je pense que c'est la fac de Rhys Hoskins. Quand on veut un peu, vous savez, attacher des joueurs MLB à des facs, notamment des facs un peu plus méconnues ou un peu moins potentes du baseball, car elles ne font pas partie forcément des powerhouses, mais plutôt des mid-majors. Eh bien, Sacramento State, de mémoire, c'est la fac notamment de Rhys Hoskins. Vous pourrez vérifier et me jeter des tomates si ce n'est pas le cas, mais je suis quasiment sûr, et je suis rarement sûr des choses, mais là j'ai l'impression d'être sûr. Donc j'espère que c'est bien le cas. Mais voilà, Sacramento State, c'est pas la fac qui va vous faire trembler normalement. Ils arrivent à égaliser, mais on s'est dit, bon, tant pis, le match est un peu lâché bêtement par LSU.
Mais dimanche, normalement, ils vont pouvoir right the ship, comme on dit, c'est-à-dire pouvoir juste finir la série et rétablir un peu la hiérarchie. Eh bien, c'est tout le contraire qui se passe. Ils se font éteindre 6-1. L'offense, qui est un de ces mots récurrents depuis le début de la saison, c'est l'offense du côté de LSU. Les leaders ne sont peut-être pas au niveau escompté. Après, on en demande peut-être beaucoup à des leaders qui sont certes attendus haut à la draft. Je pense à Derrick Curiel forcément, mais qui, rappelons-le, ne sont que sophomores. Faut pas oublier ça aussi à prendre en compte. C'est-à-dire que c'est un effectif qui a un bon mix, mais qui a quand même des jeunes sur lesquels il compte beaucoup. Il y a peut-être un peu moins de seniorité que d'autres programmes, et ça peut se faire sentir. Et face à Sacramento State sur ce match du dimanche, on a eu les mots d'une équipe qui, comment je peux dire ça, qui est en train de perdre de la confiance. Et qui aussi, je trouve, je sais pas en fait comment le dire, mais ne respecte pas ou n'arrive pas à respecter les consignes de Jay Johnson. On a vu plusieurs fois Jay Johnson, même lors de la victoire, plusieurs fois, la victoire donc le vendredi, mais plusieurs fois lors de la série, le voir être frustré, essayer de relayer des consignes, on voyait clairement qu'il était frustré, voire énervé. Et on ne sentait pas une certaine compréhension et communion de la part de son équipe. Moi, je vous parle vraiment de ce qu'on voyait par rapport aux caméras. Donc, on voyait pas les caméras n'étaient pas braquées sur lui 24h/24 pendant le match, mais c'est juste pour vous dire l'impression que ça donnait lorsqu'on le voyait, caméra à l'appui, image à l'appui. Il y avait un manque de sérénité, ce qui peut se comprendre puisque vous avez le sentiment qu'une série est en train de vous glisser entre les doigts. Mais c'est surtout la réaction des joueurs. On avait vraiment l'impression d'avoir cette grosse incompréhension entre un staff technique et ses joueurs, et que ça a créé une certaine ou un certain manque de confiance, puisque ce match-là, il était complètement à l'envers. C'est-à-dire l'offense inexistante. Le pitching en soi n'a pas été si mauvais que ça, attention, mais n'a pas su limiter la casse sur des moments décisifs. Et puis il y a eu des petites erreurs aussi défensives dont on n'est pas habitué du côté de Bâton Rouge, qui ont fait que si on regarde tout ce mix ensemble, on a cette défaite et donc victoire largement méritée de Sacramento State, 6-1, qui permet à Sacramento State de réaliser l'upset clairement du week-end. C'était pas le seul upset, mais c'est l'upset du week-end, puisque c'était la tête de série numéro 2 de la nation avant ce week-end, on va dire fatidique entre guillemets. Et donc, LSU termine sa semaine en une victoire, 4 défaites. Ce qui fait que forcément, on va les retrouver plus bas dans le top 25 de cette semaine, que je vais rappeler après avoir fait le tour un peu de ce qui s'est passé pour les 25 qui étaient là à l'entrée du week-end. Texas, je pense qu'on peut aller assez vite sur Texas. Texas a eu une semaine parfaite. Texas est toujours invaincu. Ils ne sont plus que 2 à être invaincus. On va parler de l'autre équipe puisqu'elle vient d'entrer dans le top 25. J'en toucherai un mot lorsqu'on va parler du top 25 de cette semaine. Mississippi State, rien à signaler. Alors certes, ils ont perdu le derby face à Southern Miss. Southern Miss qui, au passage, aime bien prendre la tête de ses comparses venant de conférences plus huppées, puisqu'on le sait que lors des matchs hors conférence, il y a ces matchs un peu de rivalité. Southern Miss rencontre Mississippi State. Southern Miss va aussi rencontrer Ole Miss. Ou a rencontré Ole Miss cette semaine. Bref, c'est toujours un peu compliqué à suivre tout, mais en tout cas, dans le Mississippi, je ne vais pas dire qu'il y a un nouveau shérif en ville, mais Southern Miss a clairement cette allure d'équipe qu'il ne faut pas sous-estimer. Je ne pense pas qu'il les sous-estime tant que ça, parce que c'est un programme qui est très sérieux depuis même son passage de conférence USA, avant d'arriver du côté de la Sun Belt. Mais clairement, on est sur un Southern Miss très intéressant. Ce qui n'a pas empêché Mississippi State de sweeper son week-end face à Lipscomb, 8-3, 9-4, 26-0, pourquoi pas. Georgia Tech, clairement, eu une semaine tranquille. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont donc gagné leur première série. C'est la première série de ACC de cette saison pour Georgia Tech et donc pour Virginia Tech, leur adversaire. Ils ont gagné tranquillement. Ils ont peut-être un peu lâché, je vais pas dire facilement, il faut quand même dire bravo à Virginia Tech, mais ils ont un peu lâché le dernier match, je trouve, notamment au niveau du pitching. Mais donc sur la semaine, c'est quoi? C'est victoire dans un petit derby d'État face à Georgia State. Georgia State, c'est Sunbelt d'ailleurs, au passage. Sunbelt a vraiment de belles équipes. Ils ont battu Georgia State 4-1. Ils ont battu Virginia Tech d'abord 16-1, puis 14-5, ce qui montrait quand même le gap. Et puis ils ont perdu 9-6 le dernier match. Ça pourrait faire tâche, mais je pense pas que... Voilà. L'essentiel est ailleurs. Ils ont remporté leur première série de ACC,
L'année dernière, je rappelle qu'ils ont remporté la saison régulière de ACC, mais c'était très serré. C'est la dernière journée. Pour vous dire que la ACC, ça peut être encore une fois cette saison très serrée comme la saison dernière. Arkansas, rien à signaler. Ils ont gagné leur série face à Stetson, même s'ils ont lâché le dernier match. Ils ont gagné face à Oral Roberts. Auburn, semaine parfaite. Victoire face à Samford et Winthrop en week-end. North Carolina, là, on peut en reparler puisque North Carolina ouvrait son calendrier ACC en accueillant UVA et tout le monde était un peu curieux de voir comment UVA allait se comporter face à North Carolina. North Carolina, par exemple, si vous vous rappelez de ma preview, c'est clairement pour moi les favoris à l'entrée de la saison pour gagner la ACC. Et bien pourtant, ils se sont fait taper par Virginia à domicile, et en plus de ça, ils ont dû se battre comme des beaux diables, parce que j'ai vu le match du vendredi et j'ai vu le match du dimanche, donc j'ai loupé juste le match du samedi, mais face à UVA, le dernier match, ils le gagnent 8-7, mais ils ont dû s'employer vraiment pour éviter le sweep. C'est pour vous dire à quel point Virginia a impressionné. Là où on avait des interrogations pour Virginia, notamment en termes de pitching, ça s'est super bien passé. Là où on avait justement des certitudes côté North Carolina, ça a été un peu le sens contraire. On est ressorti avec plus de questions que de confirmations. Ils ont perdu le premier match 13-3, le deuxième 9-2, celui que j'ai loupé, et le dernier dont j'ai parlé, ils l'ont gagné 8-7. Donc encore une fois, c'est comme je vous le dis, même si vous voyez le scénario de ce dimanche, c'était très difficile pour North Carolina. Donc, est-ce que voilà, c'était un problème de mise en route, et aussi parce qu'ils ont rencontré un adversaire qui est bien plus fort que ce qu'on imaginait, surtout au niveau défensif. On verra ce que va nous donner la suite, mais voilà, c'est un des enseignements du week-end. L'autre des enseignements du week-end, c'est Florida qui nous fait, certes, au niveau du week-end, de la semaine, une semaine positive, 3 victoires, 2 défaites. Ils ont eu pas mal de derby, parce qu'ils ont joué face à FAU, puis ensuite Florida A&M, une de ces HBCU. Ils ont battu FAU 4-0, Florida A&M 7-5, rien à signaler. Puis ils accueillaient High Point. High Point qui est quand même un beau programme des mid-majors. High Point, j'oublie toujours, je confonds toujours un peu toutes ces conférences, mais c'est Big South. C'est Big South ou ASUN? J'ai un petit trou, mais c'est dans ces conférences un peu du sud. High Point qui d'ailleurs était là lors du tournoi national la saison dernière, si je me rappelle bien. Donc ils avaient remporté leur conférence la saison dernière. Et donc c'est un adversaire certes à ne pas sous-estimer, mais qui sur le papier est clairement normalement en dessous de Florida. Et bien pourtant, ils les ont massacrés et auraient même pu partir avec le sweep. High Point gagne les 2 premiers matchs 7-2 et 6-2. Circuler, il n'y a rien à voir. Florida est complètement dans ses pompes. Des deux côtés du terrain, le pitching est dans un état, je ne vais pas dire catastrophique, parce qu'au final, ça a été plus irrégulier que catastrophique. L'offense, on l'a cherché. On la cherche toujours. Elle est où? Et puis, le dernier match, c'est une victoire 12-11 de Florida. Donc, pas assez si loin que ça du sweep face à High Point. High Point, c'est peut-être un très joli programme, mais c'est peut-être pas non plus la plus grosse mid-major de toutes les mid-majors, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça fait déjà 2 équipes SEC qui se sont fait rentrer dedans, donc LSU et Florida. Sachant qu'il y a quelques semaines de cela, vous vous rappelez, j'ai parlé de la fameuse série de Kent State qui est venue s'imposer du côté de Tennessee. Donc il y a eu vraiment ce sujet SEC. J'ai l'impression dans tous les podcasts d'ailleurs, au passage, je sais que c'est assez décousu comme souvent avec moi, mais au passage, parce que je me rappelle, j'écoutais pas mal de podcasts bien sûr après cette Week 4. Et clairement, tout le monde commençait à être alerte au niveau de la SEC, commençait à se demander, parce que c'est un peu le jeu de toute façon, c'est aussi là-dessus qu'on joue en termes de médias. Mais est-ce le début de la fin pour la SEC? Est-ce qu'on retrouve un schéma un peu lié au football? C'est-à-dire que la SEC a toujours parmi les meilleures facs du pays, mais n'est plus la conférence la plus dominante. C'est-à-dire qu'il y a des facs qui sont au même niveau, voire plus supérieurs, qui sont dans d'autres conférences. C'est un peu à ce jeu-là qu'on essaie de jouer nos chroniqueurs, médias, etc., américains. Moi, je trouve que ça reste toujours un peu tôt, et je pense que, surtout en baseball, on le sait, c'est pas parce que vous perdez un week-end que tout d'un coup tout est à remettre en question. Il y a des choses à revoir, notamment du côté de LSU, essayer de voir un peu qu'est-ce qui se passe. Florida, je pense que paradoxalement, pour moi, il y a moins de problèmes, mais surtout ils sont habitués, Florida, à nous pondre des débuts de saison, mi-saison assez moyennas, et au final on les voit se qualifier au tournoi national, et même des fois aller assez loin au tournoi national. De mémoire, je pense qu'ils ont le plus grand stretch, le plus grand nombre consécutif de qualifications au tournoi national sur les dernières années. Je pense que c'est 17 fois de suite là. Donc
il n'y a pas encore d'alarme à sonner. Et si on regarde leur bilan au global, hein, par exemple Florida, je pense que c'est 14 victoires, 3 défaites à l'entrée de cette week 5. LSU c'est 12-4, je veux dire, il n'y a rien de dramatique. Mais voilà, il y a cette petite trend et donc forcément les gens aiment bien s'y engouffrer. Euh, Southern Miss, j'en ai parlé, ils ont battu Mississippi State, mais juste après, toujours en midweek, ils se font taper par Nichols. Enfin, taper, c'est un bien grand mot parce qu'ils perdent 3-2, mais je veux dire, ils se font battre par Nichols. Donc c'est pour vous dire, c'est du baseball. Hein. On ne va pas gagner tous les matchs. N'importe qui peut battre n'importe qui, surtout en baseball. Et c'est un peu la preuve. Hein. Ils ont quand même une semaine parfaite, hein, quasiment. Puisqu'à part cet accro face à Nichols, ils battent donc Mississippi State, l'une des meilleures équipes de la nation. Puis ensuite, ils sweep North Alabama. D'ailleurs, ça devait être l'entrée, c'est une entrée de Sunbelt. Faudrait que je revérifie, mais en tout cas, voilà, ça me choquerait pas. Georgia, qui a l'équipe qui frappe le plus de home run de la nation, hein. Pourquoi pas. Ils ont eu une week très sympathique, hein. Ils ont battu Kansas State, Western Carolina. Ils ont perdu, non, enfin non, pardon. Face à Western Carolina, ils ont perdu, mais ils ont donc battu Kansas State et sweepé Queens. Et ils ont sweepé Queens dans une série en 4 manches, enfin en 4 matchs. Donc ça leur permet de gonfler aussi leurs stats. Oklahoma, qui a eu son fameux match habituel face à Dallas Baptiste et qui l'a bien négocié en l'emportant 2-0 en midweek, puis ensuite qui a sweepé Santa Clara, a donc eu une semaine parfaite. NC State, une semaine quasi parfaite, hein. Ils battent Coastal dans l'un de ces milliers de derbies de Caroline. Il y a beaucoup de facs de Caroline de toute façon, hein, au niveau de la D1 NCAA. Ils battent donc Coastal Carolina 6-4, puis ensuite ils battent Queens dans l'autre match de midweek pour eux, puis ensuite ils battent Lafayette, même s'ils avaient perdu le premier match, donc au final 4-1. Clemson, semaine parfaite, hein, ils ont sweepé la salle, ils ont battu Michigan State, la salle qui au passage revient. La salle, si je dis pas de bêtises, ils n'avaient plus de programme baseball, là ils reviennent. Donc GG à eux, on va voir ce que ça va donner, mais bien content de retrouver des anciennes facs revenir, hein, en termes de programme. Wake Forest, semaine parfaite, ils ont sweepé Stanford pour leur entrée en ACC. Stanford qui malheureusement pose beaucoup de questions, hein, vraiment. Pensons, on est vraiment sur la continuité des 2 dernières saisons, malheureusement, même au niveau individuel. Pour l'instant, on n'a pas les performances escomptées. Et donc c'est pour ça notamment que je ne parle pas beaucoup de Rintaro Sasaki, le pauvre. Parce que pour l'instant, en tout cas, il y a toujours cette période où on espère toujours un déclic. Il n'est pas mauvais en soi, mais il n'est peut-être pas au niveau escompté. Après, encore une fois, il y a beaucoup de tenants, il y a beaucoup de circonstances atténuantes également. Wake Forest, donc voilà, semaine parfaite. Coastal Carolina continue à se battre. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. Ils ont réussi à remporter une série encore de rivalry face à East Carolina 2-1. Ils avaient perdu face à NC State, mais en s'étant battus. Je rappelle quand même qu'ils ont des blessés très importants. Et malgré tout, ils sont toujours là. TCU, semaine, même si elle n'est pas parfaite, tranquille, hein, ils gagnent leur série face à Tulane, ils gagnent face à Abilene Christian en midweek. Oregon State, je trouve que ça va mieux, hein. Oregon State, ils sont partis battre Oregon dans le derby maintenant hors conférence, hein, du côté de Eugene, 10-6, hein. C'est comme ça qu'ils ont décidé de split le calendrier maintenant qu'ils ne sont plus dans les mêmes conférences. Je pense qu'il y aura un autre match entre Oregon et Oregon State, mais cette fois-ci du côté de Corvallis. Xavier est venu, puisque Xavier, je le rappelle, c'est ce programme qui se dit que si on veut se qualifier pour le tournoi national, on va le prouver en se battant face à ce qui se fait de mieux au baseball national. Bon, là, ils se sont fait sweeper, hein. Oregon State ont gagné 4-2, 7-2 et 17-2. Tennessee, voilà, une semaine quasi parfaite. Alors, face à Wright State, ils ne les sweep pas, mais ils gagnent quand même la série. Face à ETSU dans le derby du Tennessee, victoire tranquille. Face à Oakland, victoire tranquille. Florida State, la semaine parfaite, 5-0. Kentucky, semaine parfaite, 5-0. Texas A&M, semaine parfaite, 4-0. West Virginia, qui jouait contre une Ivy League, un Columbia, a gagné 2-1. Et on va le voir, il y a des conséquences, même s'ils ont gagné, il y a des conséquences, et ce n'est pas de leur fait, parce que j'ai écouté les explications, je vais en reparler lorsqu'on va arriver sur le top 25 de cette semaine. Miami, pour le coup, a loupé son entrée en matière du côté de Alex Rodriguez, Mark Light of Field, il a plein de noms, leur stade de Coral Gables. Ils ont toujours cette bonne ambiance. J'ai eu la chance d'y aller
Si vous vous rappelez, 2023, j'avais fait une petite vidéo, c'est toujours sympa, en plus il fait très beau, c'est toujours bien rythmé. Malheureusement, pour eux, ils n'ont pas su rendre au public ce que le public peut leur rendre, ou en tout cas l'univers peut leur rendre, puisqu'ils ont perdu face à un Boston College, faudrait qu'on en reparle, parce qu'ils font un bon début de saison, je trouve, et c'est pas la seule équipe ACC qui pourrait peut-être chambouler un peu cet ordre établi. Miami fait donc 2-2 sur la semaine avec cette perte face à Boston College à domicile. Ils ont quand même réussi à remporter le match du milieu de cette série. Ils ont perdu le rubber game. Ils avaient battu Bethune-Cookman 5-2 en midweek. Et UTSA qui est rentré la semaine dernière dans le top 25 a eu une semaine plutôt tranquille. Ils ont gagné leur série face à New Mexico State. Ils avaient gagné face à Texas A&M Corpus Christi. Voilà. Donc vous avez un peu ce qui s'est passé, l'image de ce qui s'est passé, et du coup ça nous permet de regarder rapidement le top 25, qui a forcément eu du changement, puisque LSU, parmi les gros enseignements, a perdu beaucoup de spots, puisqu'ils sont 13e maintenant du top 25. Forcément vous faites une semaine en 1-4, surtout face à des mid-majors, c'est assez compliqué. Ensuite il n'y a pas trop de changements, Texas ça bouge pas. En gros, LSU passe de 2 à 13, donc du coup Texas passe 2e, Mississippi State passe 3e, Georgia Tech 4e. Georgia Tech, on le rappelle, qui a bien entamé son calendrier ACC, Arkansas 5e et donc Auburn 6e. Ensuite, North Carolina, eux aussi, ils descendent dans les rankings puisqu'ils ont perdu leur série à domicile face à UVA. Alors il n'y a rien de honteux, mais UVA a surtout impressionné, tout simplement. North Carolina devient donc 15e, si je ne dis pas de bêtises, et du coup, UVA rentre dans les rankings et il passe donc devant même North Carolina. Florida, c'est l'autre gros enseignement, passe de la place numéro 9 à la place numéro 23, puisque, faut le rappeler, ils ont failli se faire sweeper par High Point. Ils ont aussi perdu leur midweek, une de leur midweek. Southern Miss, Georgia, Oklahoma, NC State, du coup, eux remontent grâce un peu à ces fumbles de UNC et de Florida. Clemson, Wake Forest, ça monte aussi. Donc UVA, on l'a dit, 14e. L'autre équipe, et c'est l'autre enseignement, pour moi, clair et net qu'il va falloir comprendre, c'est que USC entre dans les rankings. USC qui a entamé son calendrier Big Ten, et je vais faire un focus Big Ten dans quelques minutes, donc je ne vais pas en parler plus que ça. Mais USC, c'est l'autre équipe encore invaincue sur ce début de saison. Ils sont en 15-0. Et c'est pourquoi ils entrent dans le classement. Et du coup, j'ai parlé de West Virginia. West Virginia n'a pas eu une semaine négative, mais pourtant ils sortent du classement. Et c'est ce qu'expliquaient en fait les journalistes de D1 Baseball. C'est plus un choix par rapport au ranking. C'est-à-dire que UVA était à la fin de ce ranking. Ils n'ont pas déçu, ils n'ont pas surperformé ou impressionné. Et du coup, il fallait une sorte de tiebreaker. Et le fait que USC soit toujours invaincu et ait sweepé son opener de Big Ten, de mémoire c'est face à Illinois, mais on va reparler, ça permet à USC d'entrer dans les classements aux dépens de Western Virginia. Ce n'est pas rédhibitoire, on est qu'en week, là on entre dans la week 5, donc il n'y a rien de marqué dans le marbre, mais ça permet quand même de toujours voir un peu ce qui s'y passe. Le top 25, comme d'habitude, vous le retrouvez chaque semaine. Et nous, on va se faire une petite respiration avant d'entrer un peu dans ces débuts de calendrier ACC et Big Ten. Alors, comme je le disais, le week-end qui vient de se passer, la Big Ten et la ACC notamment entamaient leur calendrier de conférence. Alors pas pour toutes les équipes, On va commencer par la Big Ten, mais en Big Ten, il y avait 10 des 17 équipes qui étaient donc sur le pont. Et donc on a pu voir ou avoir quelques petits enseignements sur ce début de calendrier, des confirmations dans les mauvais comme dans les bons sens. Et la première série dont j'ai envie de parler, c'est forcément celle de USC face à Illinois. Alors pourquoi ça ? Tout d'abord, puisque USC, comme je l'ai dit, est donc invaincu, donc très peu de suspense là-dedans. USC a donc battu Illinois. La première chose que je veux rappeler, c'est que USC, comme j'ai tendance à le rappeler, c'est la fac la plus titrée de l'histoire en college baseball, mais paradoxalement, ça fait très longtemps.
ça s'est passé, notamment ce gros stretch dans les années 60-70 qui a permis à USC de construire sa légende. Et dans le baseball moderne, ils sont bien plus discrets. USC, c'est donc un coach légendaire, un Rod Dedeaux, une équipe légendaire, un palmarès légendaire, mais tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Et donc, on a eu pas mal d'années de vaches maigres pour USC, limite des décennies, et on est sur une sorte de rebond. USC qui en plus de ça est en train de refaire son stade de mémoire, et là donc cette saison ils vont enfin jouer à domicile si je dis pas de bêtises. Et la première chose que l'on peut signaler et que l'on peut observer, c'est clairement cette domination du pitching staff. Et le joueur dont je vais parler rapidement, qui est un peu comment on va dire ça, le représentant de tout ça, c'est Mason Edwards. Mason Edwards, il a vraiment cette progression logique que l'on voit en college baseball. C'est-à-dire que c'est un pitcher qui arrive en tant que freshman en 2024 avec des choses intéressantes et des choses moins intéressantes, on va dire. Il nous fait une première saison où il a 20 apparitions, donc 4 matchs startés, mais avec un IRA de 7,88 pour 37 manches lancées. Donc c'est un échantillon qui n'est pas non plus énormissime. Et on se dit, il va falloir prendre le temps de pouvoir le développer. Il va en Summer League travailler un peu. Et il nous fait notamment 2-3 passages en Summer League très intéressants. Bon, le niveau est encore plus disparate et peut-être un peu plus vers le bas dans les Summer League qu'au niveau de la NCAA D1 baseball. Donc il y a certaines indications sur ses progrès à lui, mais pas. On va pas prendre tous ces termes statistiques au niveau qu'ils sont, puisque c'était un niveau moindre que la NCAA D1 baseball. Mais en tout cas, on sent qu'on retrouve un joueur un peu plus poli pour sa saison sophomore. En atteste, toujours c'est un échantillon un peu faible, 32 manches, mais en atteste, c'est 3,86 d'IRA, 12 apparitions, dont 5 matchs startés, j'ai eu un peu du mal, et surtout une propension à réussir à peut-être faire moins de buts sur balle que ce qu'il nous a montré sur non seulement sa première saison, que ce soit en tant que freshman, mais surtout sa Summer League, sa ligue d'été. Cette année, on se dit, il est junior, il est draft éligible, c'est un 2005. Il va continuer à travailler, à faire certainement maintenant partie de cette rotation pure et dure de USC, puisqu'il a cette progression constante. Et non seulement il a une belle progression, ça on est tous d'accord pour l'accepter, mais il est en train de nous pondre des chiffres. Bon, on est sur un échantillon encore faible, mais pas tant que ça. Il a des chiffres incroyables. À l'heure où on parle, 3 victoires, 0 défaites en 4 matchs startés. Son IRA est de 0, tout simplement. Il a lancé déjà 24 manches. Sur ces 24 manches, il a 42 strikeouts. Le bémol, par contre, ce sont les 10 buts sur balle. C'est un peu son péché mignon. Son whip est de 0.542, imaginez-vous cela. Il est en strikeout sur 9 manches à 15.8. Son ratio strikeout but sur balle est 4.20, forcément 42 sur 10, 4.20. C'est clairement... cette breakout year qui tombe au bon moment et qui est un peu ce qui représente un peu ce pitching staff de USC, parce que ce n'est pas le seul, mais c'est clairement la chose la plus, impressionnante quand on voit les chiffres que nous sort Mason Edwards. C'est pas le pitcher qui vous, au niveau scouting, c'est pas le pitcher qui va vous faire, mettre des étoiles dans les yeux et compagnie. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que quand j'écoutais les podcasts, il y a pas mal de chroniqueurs qui disent « on ne sait pas comment en fait, mais il en est là ». Dans le sens où ce n'est pas contre son talent, mais c'est-à-dire que vous savez, il y a toujours ces métriques, ces choses que l'on regarde, ces rêves qu'on les scouts aussi en termes même de niveau juste taille, poids, athlétique, etc., etc. Je vais pas dire qu'il est loin de ses standards, il a quand même des choses pour lui, attention. C'est pas ça que j'essaie de dire, parce que j'essaie de dire c'est que ses performances sont presque plus en train de montrer la bonne santé en général du pitching staff et du développement du pitching staff auprès du staff que purement ses prédispositions à lui à performer. Je ne sais pas si c'est plus clair comme ça. Donc ce n'est pas pour lui retirer quoi que ce soit, c'est vraiment pour dire que tout le monde est surpris
mais dans le bon sens du terme, et USC continue donc à blanchir ses adversaires, puisque justement, voilà, si on revient face à Illinois, ils ont gagné d'abord 4-0, puis le second match, c'était le samedi, ils ont gagné encore 4-0, puis le dimanche, ils gagnent 5-3. Donc ce ne sont jamais des gros scores. En tout cas, face à Illinois, ce n'était pas des gros scores. Mais le pitching staff leur a permis de ne pas avoir besoin d'avoir une offense super puissante, tout simplement. Ils nous pondent presque des scores de MLB, quoi. Donc voilà, bravo à USC qui donc sweep Illinois et les blanchit quasiment. Ils ont pris 3 runs, mais les 3 runs c'est sur le dernier match. L'autre série dont j'ai parlé, mais on va pas y rester longtemps, c'est UCLA face à Oregon State, sweep 3-0. Les 2 premiers matchs c'est de la balade, mais le dernier match était beaucoup plus serré que ce qu'on pourrait y croire. Donc c'est pour ça que je disais que Ohio State, a montré quand même de belles choses, et même dans les scores fleuves, ils ont montré des belles choses, parce que je rappelle que Ohio State, c'est quand même une fac au final en grosse reconstruction. Il y a clairement un problème de pitching, et forcément, sans pitching, c'est compliqué de jouer au baseball et de rester surtout performant et compétitif au niveau du baseball. Donc tant qu'ils n'auront pas réglé leur problème de pitching staff, ça va être compliqué de vraiment se battre. Par contre, au niveau line-up, que ce soit offensif, mais même au niveau de ce qui se passe sur le champ, ils ont plein de joueurs athlétiques, et c'est un peu la tournure que voulait mettre en place le programme en général, avec l'arrivée, c'est Justin Hare de mémoire. Donc c'est clair que si vous êtes fan de Ohio State, vous allez continuer à regarder le football plutôt que le baseball. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Ohio State n'est pas à prendre à la légère. Ils ont un gros gap et un gros problème au niveau du pitching, et ça fausse un peu forcément leur possibilité d'être compétitif. Mais ça n'en fait pas une fac qui va juste servir de faire valoir. Preuve en est, UCLA a dû batailler sur le dernier match pour éviter d'en lâcher un, tout simplement. L'autre équipe qui a fait un gros début comptable, c'est Nebraska. Nebraska qui fait partie des favoris pour pas mal de gens dans la Big Ten, dans cette nouvelle Big Ten. Et ils ont donc sweepé Michigan State. Michigan State qui, depuis sa série gagnée face à Louisville, donc cet upset face à Louisville, et ça fait pas du bien à Louisville, ils sont sur un stretch assez compliqué. Ce qui fait que beaucoup de gens se disent bah voilà, c'est encore plus à charge contre Louisville, quoi. Dans tous les cas, Nebraska a sweepé la série, mais il faut le savoir, le premier match a été très serré, et c'est ce qui a donné le ton et ce qui a permis en fait. C'est comme ça c'est ce qui nous rappelle que le sport c'est toujours assez spécial. Et si on regarde pas les matchs mais juste les scores, on va dire ah bah ça va. Mais quand on regarde vraiment ce qui s'est passé, Michigan State a envoyé en extra inning le premier match. Ils l'ont perdu finalement 5-4 en dimanche de mémoire. Mais Nebraska a vraiment dû s'employer pour s'en sortir. Le pitching a été harcelé. J'ai trouvé Michigan State j'ai vu un résumé, attention, je veux pas dire que j'ai vu le match, j'ai vu un résumé, mais sur le résumé que j'ai vu, ils avaient l'air vraiment de poser des problèmes au pitching staff de Nebraska. Ensuite, voilà, ils n'ont pas tenu la distance, ils se sont fait donc sweeper. Et dans les autres séries, Big Ten, j'ai envie de noter celle entre Indiana et Washington. Washington qui est sur un début de saison assez moyen, pour ne pas dire pire. Indiana, c'est pas beaucoup mieux, mais ce qui est intéressant par contre, c'est que Indiana s'est quand même challengé en allant dans certains tournois de début de saison. Là, ils accueillaient donc Washington, et s'ils ont remporté le premier match, ils se sont fait donc en fait sweeper sur les 2 matchs restants, ce qui veut dire que Washington a très bien entamé son calendrier Big Ten, au contraire d'Indiana. Et c'est une très mauvaise opération pour Indiana, parce qu'on sait que quasiment chaque série va compter dès le début, quand on connaît à quel point c'est compétitif, avec les grosses équipes de tête, les UCLA, Oregon, Nebraska, USC, etc. etc. Donc voilà, très mauvaise opération à domicile pour Indiana face à Washington. Purdue a perdu face à Oregon, alors c'est rien de honteux, ils ont réussi d'ailleurs à sauver un match dans la série, ils ont perdu 2-1. Oregon a très bien commencé son début de saison, et donc Iowa, Maryland, Michigan, Minnesota, attention, ils font un très très bon début de saison, ils sont en 14 victoires, 3 défaites de mémoire. Northwestern, Penn State qui pour le coup est sur un mauvais début de saison, et Rutgers n'ont pas encore commencé leur calendrier Big Ten, ça devrait commencer ce week-end pour eux. On va passer du côté de la ACC, l'autre grosse conférence qui commençait, ces séries de week-end pour certaines facs. Alors, ce qui est intéressant avec la ACC, c'est qu'on a des facs
qui normalement font un peu plus partie du milieu, voire fin de tableau sur le potentiel, sur ce qu'on peut voir en termes de preview, et qui sur ce début de saison sont en train de déjouer les pronostics, hein. Je pense notamment à Notre-Dame. Notre-Dame qui est parti faire sa première série de ACC du côté de Duke. Je rappelle que Duke par contre pour le coup sont plutôt en reconstruction, mais ils sont sur un début de saison pas si mauvais, hein. Ils sont en 13-6 après avoir perdu donc cette série à domicile face à Notre-Dame. Notre-Dame qui malgré quelques pertes lors du portail des transferts se retrouve avec une équipe qui est quand même très 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 bonne. Des joueurs qui se révèlent vraiment au bon moment. Euh, Ils ont remporté la série 2-1 face à Duke du côté donc de Durham et ça leur permet d'avoir un très bon début de calendrier ACC parce que là aussi, vu que c'est très concurrentiel, chaque série va peser et va compter et leur calendrier n'est pas de tout repos. La grosse série, bien sûr, c'était UVA du côté de North Carolina et UVA a clairement dominé cette série. Chris Pollard peut être fier vraiment de ce qu'il a mis en place en si peu de temps. On va voir si sur la durée ça va tenir. On sait aussi qu'une saison c'est fait de haut et de bas. Pour l'instant, c'est plus de haut que de bas pour UVA sur ce tout début de saison. Pour North Carolina, comme j'ai dit, ça limite pose plus de questions que ça ne répond à une certaine continuité, une certaine confirmation. Maintenant, est-ce que c'était vraiment North Carolina qui a failli ou UVA qui est vraiment bien au-dessus, encore plus au-dessus que ce qu'on pouvait imaginer? Peut-être qu'il y a un peu des deux. Moi, j'ose à penser par rapport à ce que j'ai vu. Moi, j'ai vu le premier match en fait, pour vous dire, le vendredi. Euh, Sur ce que j'ai vu, UVA était clairement impressionnant. Surtout au niveau du pitching, puisque le pitching, il y avait pas mal de question marks. Et au final, les question marks se sont retrouvés plutôt de North Carolina, même au niveau du pitching. Ce qui est assez paradoxal. Georgia Tech, comme j'ai dit, a remporté sa série face à Virginia Tech. Virginia Tech qui a réussi à salvage un match. Donc bravo aux deux équipes. Georgia Tech, c'est clairement pour moi, sur ce que je vois sur le début de saison, la plus grosse offense de la nation. Ils ont de tout. Je rappelle, Drew Burress, pour l'instant, n'a entre guillemets que 3 home runs, alors que c'est la star offensive ou la star tout court de l'équipe. Et malgré tout, ils ont l'une des meilleures offenses du pays. C'est pour vous dire à quel point tout le monde est en train de se mettre au diapason offensivement parlant. Et même en termes de pitching, puisque on se disait que Georgia Tech, là où le bas blesse souvent, que ce soit avec Danny Hall auparavant et maintenant qu'il est parti avec le nouveau pitching staff, n'importe quoi, avec le nouveau staff, on se disait que clairement, même quand on voit les noms, le pitching n'est peut-être pas ce qui se fait de mieux, et pourtant ça tient plutôt la route. Boston College a donc remporté sa série d'ouverture du côté de Miami et de Coral Gables. Miami, clairement, malheureusement, c'est un peu ce que nous montre ce début de saison pour Miami, même si ils ont montré des belles choses, notamment je me rappelle à la série face à Florida. Ils l'ont perdu mais en montrant de belles choses sauf pour leur star en fait. Daniel Couvé, ça avait été très compliqué notamment. Là face à Boston College, ça a été également compliqué. On va voir s'ils peuvent se relancer, mais je rappelle aussi que Miami, à pareille époque la saison dernière, ils étaient dans le dur. Et pourtant, on les a vus ensuite au tournoi national. C'est pour dire que faut pas se fier forcément à ce tout début de saison. Les équipes ont le temps de se remettre à l'endroit, de s'habituer, de retrouver leurs automatismes ou d'en créer en fonction du renouvellement d'effectifs. Et les staffs sont là aussi pour créer ces déclics, tout simplement pour les joueurs. Donc on va voir comment ça se passe, mais pour Boston College, voilà, il faut toucher 2 mots puisque Todd Interdonato avait donc remplacé Mike Gambino, je le rappelle à chaque fois. Todd Interdonato, ce qu'on l'avait vu faire à Wofford, c'était réussir à construire avec un peu à la MacGyver, quoi. Vous lui donnez un savon et des ciseaux, il vous crée une bombe en fait. Je sais pas si c'est une bonne chose à dire en podcast, une bombe c'est peut-être un peu dangereux, mais vous voyez un peu ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a réussi à construire des programmes, des années dans un programme modeste à Wofford, des années intéressantes, des années où Wofford a même été au tournoi national, pour vous dire. Eh bien, à Boston College, on commence à sentir cette patte, où on n'a pas de grosses stars sur le papier, on a des blue chips boys, on a des joueurs qui sont là pour grit and grind, vraiment c'est un peu des joueurs durs au mal, en train de créer aussi une identité collective forte, en train de jouer un baseball que l'on retrouve de plus en plus. On a eu vraiment cette domination sur la fin des années 2010, début des années 2020, cette domination style MLB, c'est-à-dire on cherche beaucoup plus les home runs et on se fie aux stats avancées pour tenter de gagner de la manière la plus efficace possible. On se retrouve là de nouveau un baseball d'opportunité et notamment pas mal de small ball au besoin.
Et Boston College fait partie de ces facs qui ont décidé de revenir un peu à cet état-là. Et pour l'instant, bien leur en prend, puisque voilà, ils ont remporté la série à Miami. Au global, ils sont en 10 victoires, 6 défaites. Alors Miami, voilà, ils perdent la série à domicile, mais ils sont en 13-4 au global. Hein. Donc voilà, tout est relatif, mais il faut rappeler quand même que vous pouvez être à 13-4 si votre RPI n'est pas si haut que ça par rapport à des défaites ou si ou ça et par rapport à la force de votre calendrier. Vous pouvez l'avoir dans le BABA, oui, une expression des années 50. Je viens de parler de Miami, Boston College, j'ai parlé d'à peu près tout le monde, si je dis pas de bêtises. Je pense que la dernière série dont je n'ai pas parlé, c'est le sweep de Wake Forest face à Stanford. Il n'y a pas grand chose à dire. Morningstar est en train un peu de highlighter cette classe qui est de retour, cette classe de pitchers, puisque je rappelle que Wake Forest, sur ces dernières années, a réussi à nous sortir des pitchers de très très haut vol. Et bien là, on a des joueurs comme on a des joueurs comme ça qui pop et qui nous permettent d'imaginer un futur assez serein pour Wake Forest. Est-ce qu'on va retourner avec Forest tout en haut de l'affiche capable de repartir à Omaha? Ça, je ne suis pas encore sûr. Du côté du line-up, des joueurs comme Kyle Lewis sont encore une fois sur une belle évolution, une évolution constante et belle. Donc il va falloir y surveiller, notamment aussi pour la draft, parce que je pense que Kyle Lewis doit être éligible de mémoire. Je pense que j'en ai même parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilou. Il y a encore des facs qui n'ont pas encore, il y a des facs qui n'ont pas encore commencé. Je pense à Clemson, NC State, Florida State, Pitt, California. California qui est sur un très bon début de saison au passage. Pitt aussi. Louisville également n'a pas encore commencé. Et ça me fait une transition toute trouvée puisque je voulais vous parler d'un joueur qui est un peu un joueur, on va dire, qui représente même ce qui peut se passer en college baseball. Donc, je fais une petite transition parce que j'ai envie de boire un peu d'eau. Et on se retrouve pour cette dernière partie où je vais parler de ce joueur en particulier qui va être un peu ce joueur témoin d'un exemple de ce qu'on peut voir en college baseball. Puis ensuite on finira en donnant pas des previews, mais quelques peut-être séries à surveiller, sachant que voilà, il y a de plus en plus de conférences qui ouvrent leur calendrier ce week-end. Donc voilà, je reviens. Alors, me voici de retour. Et donc, comme je l'ai dit, j'ai envie de vous parler d'un joueur. Et ce n'est pas n'importe quel joueur. Ce joueur-là, c'est Lorenzo Carrière. Pourquoi je parle de lui? Puisque tout d'abord, il y a un petit caprice personnel. Là, je suis à mon épisode 99, donc bientôt 100 épisodes. Et parmi mes premiers épisodes, quand je parlais, voilà, j'ai commencé, je pense, en mars ou avril 2023. À faire ce podcast, et parmi mes premiers épisodes, j'avais notamment parlé de Miami. Et il faut savoir que Lorenzo Carrière, à cette époque-là, devait être un sophomore. C'était un sophomore de Miami. Je suis pas si nul que ça en mémoire pour une fois. Le problème avec Lorenzo Carrière, c'est que à Miami, ça ne s'est pas si bien passé que ça. Il y a eu aussi beaucoup de blessures. Et donc, après 3 ans passés à Miami, on l'a retrouvé la saison dernière arrivé en tant que senior du côté de Pitt. À Pitt, toujours un problème de blessure, notamment dès la fin mars, voilà, il se retrouve blessé. Il revient que pour le ACC Tournament, c'est-à-dire en mai. Et puis, ça se passe pas très bien, bien sûr. Voilà, vous revenez de blessure, vous n'avez pas le rythme. Et le baseball, vous savez que c'est aussi un sport de momentum et de rythme, en termes de réflexe musculaire. En tout cas, là, cette saison, on est obligé de parler de lui. Maintenant, c'est un fifth year senior. Donc, c'est-à-dire que c'est un senior, mais de 5 ans. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait juste les 4 ans normal, on va dire, de fac. Il est sur une 5e année, mais en tant que senior. C'est-à-dire qu'il n'est pas non plus, il n'a pas encore graduate non plus. Et pour l'instant, il est sur la watch list des Golden Spikes. Golden Spikes, je le rappelle, c'est le trophée du meilleur joueur amateur, et en général c'est souvent le meilleur joueur du college baseball de NCAA D1 baseball, parce que c'est l'échelon le plus haut du baseball amateur, qui est récompensé. Pourquoi il est aussi haut? C'est une bonne question, vous pourriez me dire. Vous pourriez me dire, oui, pourquoi dis-nous. Eh bien, tout simplement parce qu'il est sur un début de saison quasiment historique. À l'image de sa fac, il a été très prolifique. Alors, il faut savoir, Pitt n'a peut-être pas eu le calendrier le plus incroyable non plus. Ils se sont peut-être plus donné le temps de pouvoir créer une identité collective et avoir aussi un bilan. Vous savez aussi, il y a cet aspect mental où si vous créez un bilan positif assez rapidement, vous pouvez pourquoi pas ride un certain momentum quand vous entrez dans votre calendrier de conférence.
Et donc, il a fait une semaine dernière, assez prolifique. 13 sur 15 en at-bat, c'est-à-dire 13 coups sûrs sur 15 at-bat. 5 home runs, 2 triples, un double et donc 19 points produits. Si je dis pas de bêtises, en regardant toutes ces stats, si on veut aller un peu plus loin dans les stats, jusqu'au début de cette semaine, il a réussi à rentrer 24 points produits sur la semaine entière plus le début de cette semaine en gros. Quelque chose comme ça. Et du coup, il est déjà à 36 points produits. Il a clairement du coup des chiffres de jeux vidéo, si ce n'est plus. Mais avant de parler de ces chiffres, vous allez comprendre maintenant pourquoi je parle de lui et pourquoi c'est un exemple de ce qui peut se passer en college baseball. C'est que, comme dans beaucoup de sports, la blessure est un facteur, l'environnement est un facteur, vos choix sont des facteurs, et les routes ne sont pas toujours tracées. Par exemple, vous pouvez avoir une carrière de college baseball à la Dylan Cruz, un joueur dont on parle depuis le lycée, qui décide de suivre son commitment, de poursuivre son commitment à la fac, et qui dès son année freshman est une star. Dans les exemples plus récents, il y a bien sûr Drew Burress, qui est d'ailleurs dans la ACC comme Lorenzo Carrière. Et vous avez Lorenzo Carrière. Lorenzo Carrière, il sort de Delaware en étant un pur two-way, et c'est un two-way dont tout le monde parle avant la draft de 2021. La draft de 2021, on en a parlé parce que c'est la première draft que j'ai couvert en tant que Lehomera. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, on avait notamment essayé de faire des choses avec French MLB et compagnie. D'ailleurs, j'espère que tout le monde va bien de ce côté-là et je les salue. Mais tout ça pour dire que cette draft-là, elle a un écho particulier pour moi parce que c'est la première draft vraiment que je entre guillemets, je couvrais. Et donc, il décide de ne pas poursuivre cette chance à la draft pour honorer son commitment du côté de Miami. Il arrive à Miami en tant que freshman, ça doit donc être en 2022 ou 2023. 2022 ou 2023. J'ai des problèmes, je ne sais plus compter. Je ne sais plus compter les amis. C'est 2022, bah oui. Parce que 2021, il est au lycée, 2022, saison freshman. Sa saison freshman, bah il est très très bon, mais un problème, il est blessé. Il commence très bien, il se blesse, il va donc jouer que 15 matchs. Il va ensuite être ce qu'on appelle un redshirt freshman, parce qu'il a pas fait assez de matchs pour vraiment comptabiliser sa saison, et du coup il redshirt sur le reste de la saison. Et du coup, en tant que redshirt freshman, ça lui permet donc de gagner une sorte d'une année d'éligibilité. C'est pour ça que là c'est un 50-year senior, maintenant vous comprenez, et ce n'est pas un graduate player, et ce n'est pas aussi un joueur qui a donc dû arrêter au bout de 4 ans. Il a cette fameuse 5e année d'éligibilité grâce ou à cause de cette blessure, et donc de ce redshirt. Il joue en tant que redshirt freshman, mais pas beaucoup. Il partage son temps en fait, puisque entre temps les choses ont bougé. Vous avez des... comment il s'appelle ? J'ai des trous incroyables quand même. Je suis quand même un mec incroyable. C'est Yoandy Morales. Vous savez, le 3ème base, Miami, drafté très haut. Il était très fort, je le vantais tout le temps. Je vais rechercher son nom, donnez-moi 2 secondes parce que ça me frustre. J'arrive tout de suite. Bah oui, je devrais me faire confiance, c'est bien Yoandy Morales à Miami, on l'avait d'ailleurs vu, je l'ai d'ailleurs vu, vous savez, pour raconter encore une fois ma vie, comme je l'ai dit, j'étais à Miami pour la WBC, donc la World Baseball Classic de 2023, et du coup, c'était aussi en pleine période, bien sûr, de début de saison, du côté de la fac. Et donc, je me rappelle bien, j'étais allé là-bas pour 5 jours pour voir, c'était quoi, 2 quarts de finale ? Et donc, entre ces 2 quarts de finale, je réfléchis en même temps pour ne pas vous dire de bêtises, ouais, c'est ça. C'était un vendredi et un dimanche. Et donc, entre ces 2 quarts de finale, le samedi, j'avais pu assister au match entre Miami et Virginia Tech. C'était le 2e match de la série. Au final, ils avaient fait un double header à cause d'intempéries prévues. Et donc, pour vous raconter ma vie, Yoandy Morales était dans cette équipe, Lorenzo Carrière était également dans cette équipe, mais il ne jouait pas. Il était, c'était son année redshirt freshman, et clairement, il n'avait pas pu se montrer. En 2024, il a enfin une saison en tant que redshirt sophomore. Je sais plus un redshirt sophomore, mais bon, c'est un sophomore qui a redshirt en tant que freshman, vous avez compris maintenant.
Mais il a une saison assez compliquée. Moyenne à la batte, c'est 245. Il finit avec 51 strikeouts en 48 matchs. C'est pas ouf, hein, on peut le dire. Et donc, il décide de prendre ses clics et ses claques et donc de transférer du côté de Pitt. Il arrive donc du côté de Pitt, hein, donc maintenant on est en 2025. Il est en tant que redshirt junior, vous l'avez compris maintenant. Il commence bien, il commence même très bien. Par contre, il se blesse. Comme j'ai dit, hein, il s'est blessé et du coup, il n'est revenu que pour le tournoi de comment on appelle ça, tournoi de conférence. J'ai du mal. Et voilà, malheureusement, Pitt n'a pas pu faire grand chose, donc il n'a pas pu trop jouer. Et donc, on se retrouve maintenant en 2026. En 2026, voilà, il fait ce qu'on vient de dire qu'il a fait, c'est-à-dire des performances assez exceptionnelles. Pour l'instant, je peux vous dire un peu ses stats au global sur ce début de saison. Moyenne à la batte, .490. OBP, .600. OPS, 1.082. Non. Attendez, est-ce que c'est pas pire que ça? Donnez-moi 2 secondes, tiens. Donnez-moi 2 secondes, parce que là, ça me met OPS, mais je suis pas sûr que ce soit l'OPS. Donnez-moi vraiment 2 secondes. Please bear with me, comme on dit dans le milieu. Je le tape en même temps. Comme ça, vous êtes dans les bureaux de Leo Mura, Lorenzo Carrière. On va aller sur Baseball Référence, bien sûr. Ou d'autres. Et donc, si je viens ici, je clique. Baseball Référence. Bear with me. On va y arriver. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Le 1.082, c'est pas son OPS, les gars. C'est son slugging percentage. Je suis pas fou. Alors, je sais pas pourquoi ça m'a mis OPS, mais c'est faux. Donc, je rappelle ces chiffres, on recommence. .490 de moyenne à la batte. .600 d'OBP. 1.082 de slugging percentage. Vous ne rêvez pas. Et donc forcément son OPS, c'est un OPS, même à MLB The Show, je fais pas ça. 1.694 d'OPS. Alors, on est encore en début de saison, il a 58 total bases, ce qui fait sens, il a une trentaine de RBI, comme je dis, je pense qu'il a 36, un truc comme ça. Il a pour l'instant, une soixantaine de plate appearances, donc une cinquantaine d'at-bats à peu près. Donc c'est encore un échantillon assez faible, mais il est sur un début de saison exceptionnel. Et c'est un peu, voilà, ce qui nous prouve qu'il y a plein de chemins quand vous arrivez du baseball amateur vers le baseball professionnel. Il n'est pas encore au niveau professionnel, peut-être qu'il va finir par ne pas être drafté, ou même s'il est drafté, il ne finira peut-être jamais dans les majors. Mais en tout cas, les aléas de la vie, les blessures, les retards, les déceptions peuvent arriver. Mais vous pouvez toujours trouver un chemin, une porte dérobée, quelque chose qui va vous permettre tôt ou tard de performer, de montrer tout le potentiel qu'on avait décelé en vous lorsque vous étiez qu'un lycéen. Et donc Lorenzo Carrière, c'est un peu ce joueur étendard de ce chemin qui peut être sinueux au niveau du college baseball et sur lequel je voulais revenir, puisque voilà, c'est un joueur qui m'a aussi suivi, entre guillemets, sur mes débuts lors de cette aventure podcastistique. Je sais que ce n'est pas français, et vous m'avez compris. Voilou. Avant de se quitter, je vais vous faire, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais vous donner quelques séries à suivre. Là, il y en a beaucoup, donc je ne peux pas tous vous les énumérer, mais il y a des débuts de calendrier de conférence à ne pas louper. En ACC, pour certaines fois, ça va être leur deuxième semaine de calendrier de conférence, pour certaines autres, c'est leur première, mais il y a un gros showdown, c'est entre Georgia Tech, qui est actuellement 4ème de la nation, et Clemson, qui est 11ème, qui, pour le coup, commence son calendrier de conférence. Clemson, qui va donc accueillir Georgia Tech. À l'heure où j'enregistre, je vais pas vous mentir, ils doivent jouer dès ce jeudi soir. Donc moi, j'enregistre jeudi, fin d'après-midi, ils vont commencer, ou ils ont à peine commencé. Mais on va pas trop parler de ACC, puisque eux, ils ont déjà commencé pour certaines facs. J'ai envie de regarder un peu plus du côté, par exemple, d'autres conférences assez hautes. Et bien sûr, la SEC pour commencer. En SEC, s'il y a une... alors, on va vous en donner les deux, mais pour différentes raisons. Je vais dire, s'il y a une... comment je peux dire ça? Une série que je vous conseillerais de suivre, pour moi, c'est Tennessee-Georgia, qui peut être une série pure offensive. Georgia, comme j'ai dit, c'est la fac qui a frappé le plus de home runs depuis le début de la saison, dans toute la nation.
Tennessee, malgré des turbulences, c'est une offense qui est en train de commencer à cliquer. Donc on peut avoir un festival offensif du côté d'Athens. Mais l'autre série dont j'ai envie de parler, c'est peut-être pas la série la plus clinquante, mais c'est un peu la série de la peur. C'est LSU qui se déplace du côté de Nashville pour y affronter un Vanderbilt dépeuplé. Vanderbilt, à l'heure où je parle, c'est 11 victoires à 7 défaites, mais beaucoup de difficultés, beaucoup de blessures. L'équipe de Tim Corbin vraiment a beaucoup de mal sur ce début de saison, mais ça s'explique aussi, comme je l'ai dit, par les aléas. Malheureusement, voilà. Une des qualités dans le sport de haut niveau, c'est de réussir à rester en bonne santé, malheureusement. Et là, ce n'est pas le cas pour Vanderbilt, et ils le payent, clairement. Mais face à eux, il y a un LSU qui va vouloir très rapidement mettre derrière eux l'affront de cette défaite face à Sacramento State en termes de série, donc cette upset subie en termes de série. Je pense que ça a été rarement... ils ont rarement subi tel upset. Et donc en général, voilà, cette week 4 qui a été très compliquée. Donc pour moi, ce sont les deux séries que je vous dirais de suivre un peu, voilà, du coin de l'œil au moins côté SEC. En Big 12, parce que la Big 12 aussi commence, clairement pour moi la série à suivre, c'est Arizona State TCU. Il y a d'autres séries sympas, mais si on veut en retenir une. Et puis en Big 10, alors je vais pas être très original pour l'instant, mais en Big 10, je dirais que UCLA et Michigan qui commencent eux leur entrée en lice pour cette saison de Big 10, vaut son pesant d'or, puisque Michigan, même si c'est un peu plus délicat ces dernières semaines, a très bien commencé sa saison. Et surtout Michigan, j'ai l'impression que c'est vraiment l'équipe qui peut poser de vrais problèmes à UCLA, de par leur profil et leur façon de jouer, pas par rapport à leur performance pure. Donc très intéressant à voir. Bien sûr, du baseball universitaire, il y aura des centaines et centaines de confrontations, hein. Donc il y a de quoi faire, mais voilà, ce sont un peu les quelques séries que je vous dirais sur lesquelles il faudrait garder un œil attentif. Je suis quasiment persuadé que un YouTube provider comme Wheels va nous proposer des résumés aux petits oignons. Donc n'hésitez pas à aller voir de quoi il en retourne. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est un épisode qui fait mine de rien, en termes d'enregistrement, je sais pas en termes de montage, au final ça vous fera combien, mais en termes d'enregistrement, j'ai dépassé l'heure d'enregistrement. Mais c'est un épisode que voilà, je pensais que c'était un bon épisode à faire en termes de longueur. Ah oui, excusez-moi, avant de finir, je sais pas s'il y aura beaucoup de monde qui vont entendre ça, parce que c'est vraiment en toute fin de podcast, mais mon prochain épisode, c'est l'épisode 100. Donc au lieu de faire un épisode normal, j'ai envie de faire un épisode un peu spécial, rien non plus de clinquant, exceptionnel ou quoi que ce soit. Et j'étais en train de commencer à plancher dessus. Donc peut-être que la semaine prochaine, ça ne sortira pas directement, que je ferai une sorte d'épisode normal pour gagner du temps et continuer à vous parler de l'actu du baseball universitaire. Mais l'épisode que je vais faire pour la barre symbolique des 100 épisodes, c'est les 100 meilleurs joueurs de baseball universitaire de l'histoire. Donc oui, c'est un travail colossal, et ça sera bien sûr un peu subjectif, puisqu'il y a eu des milliers et des milliers de joueurs. Il y a forcément des milliers et des milliers de joueurs qui ont bien performé, des centaines qui ont très bien performé, et au moins plus d'une centaine qui ont été exceptionnels dans l'histoire. Donc je vais devoir trier un peu là-dessus. J'ai déjà bien sûr des noms, hein. J'ai pas envie de vous spoiler trop, mais vous savez, si vous m'avez suivi, à un moment j'avais fait une petite série des meilleurs joueurs de baseball universitaire par position dans l'histoire. Donc forcément, si vous ne la retrouvez pas dans mon top 100, c'est que je ne suis pas très constant dans ce que je fais. Mais au-delà de ça, ils ne font pas. Il n'y a que 9 joueurs de champ. Voilà, enfin bref. Vous m'avez compris. 8 joueurs, on va dire, plus le pitcher. Donc il y a de quoi faire pour avoir 100 joueurs au final, au-delà, donc plusieurs joueurs qui vont compléter cette liste de 100 au-delà des joueurs que j'ai déjà eu dans mes précédentes vidéos ou podcasts. Dans tous les cas, on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci encore une fois des écoutes. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y aura pas de problème de son aussi ou ça. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de mieux que l'on puisse souhaiter. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. The 2-2.